Le Boeing 737 est l'un des transporteurs aériens les plus populaires du monde entier. Plus de 12 milliards de voyageurs ont utilisé ce type d'avion pour se rendre aux 4 coins du globe. Sans lui, l'aviation commerciale n'emmènerait pas large. Mais en 1991, un incident survenu à bord d'un 737 a failli mettre toute l'industrie en péril. Un accident fatal mobilise une vaste équipe d'enquêteurs. À certains moments, j'ai cru qu'on n'arriverait jamais à résoudre cette affaire. On aurait dit qu'il traquait un tueur en série. Les enquêteurs chercheront des réponses pendant 10 longues années, car le sort de l'aviation commerciale en dépend. Pourtant, plus de 150 personnes mourront avant que le mystère ne soit enfin élucidé. Il est 9h40 le 3 mars 1991. Le vol 585 de United Airlines a quitté Denver il y a 17 minutes à peine et il s'approche déjà de Colorado Springs. L'avion semble profiter de conditions de vol idéales, mais les apparences sont parfois trompeuses. Nice looking day. Hard to believe the skies are unfriendly. L'avion a été secoué par de fortes turbulences et les météorologistes prédisent des rafales violentes au-dessus de Colorado Springs. Never driven to Colorado Springs and not gotten sick. Le commandant de bord, Harold Green, a 52 ans, 20 années d'expérience de vol et une excellente réputation. Sa copilote, Patricia Edson, âgée de 42 ans, a été l'une des premières femmes à décrocher ce poste chez United Airlines. Flight attendants, prepare for landing. À l'aéroport municipal de Colorado Springs, le contrôleur aérien James Rayfield se prépare à guider le vol 585 jusqu'au sol. United 585, report the airport in sight. Got it? Yep. Airport in sight, United 585. Lower landing gear. United 585 is cleared for a visual approach to runway 35. Weather conditions, wind 320 degrees at 16, gusting at 29. À vitesse ralentie, le Boeing réagira davantage aux turbulences. La copilote Edson veut connaître les conditions d'atterrissage des autres transporteurs. Any reports lately of any loss or gain of airspeed? Yes, ma'am. 500 feet, a 50-knot loss. At 400 feet, a 50-knot gain. And at 150 feet, a gain of 20 knots. Sounds adventurous, thank you. Starting on down. À moins de 3 km de l'aéroport, Harold Darnell, un policier à la retraite, roule vers le marché aux puces, tandis qu'à 1 km d'altitude, les deux pilotes tentent d'effectuer leur descente à vitesse constante. Wait, a 10-knot change here. Yeah, no. Awful lot of power to hold that airspeed. Le vol 585 s'approche de la piste au moment où Darnell perçoit un phénomène étrange. Une rafale inattendue frappe son véhicule et parvient presque à lui faire quitter la route. Another 10-knot gain. 3 flaps. De la tour de contrôle, James Rayfield observe l'approche finale du vol 585. Tandis que l'avion survole l'aéroport, la fréquence des turbulences augmente.
well. 40,000 feet. Puis, sans avertissement, le 737 se met à descendre en vrille. Oh my lord! Crash! Crash! Les secouristes arrivent au bout de quelques minutes, mais le 737 s'est littéralement volatilisé. Les débris de l'avion à réaction de 38 tonnes sont maintenant enfouis dans un cratère d'impact noirci par les flammes. L'avion n'a pas glissé ou rebondi sur la piste comme ils le font toujours à l'atterrissage. Il a piqué du nez jusqu'au sol et il est resté exactement à l'endroit où il était tombé. Je suis descendu jusqu'ici et j'ai vu les débris. C'était horrible. Il n'y a aucun survivant. Les 20 passagers et 5 membres d'équipage ont succombé à la vitesse de l'impact et à l'explosion instantanée du carburant. En l'espace de 10 secondes, Colorado Springs est devenu le site d'un des plus mystérieux écrasements de l'histoire de l'aviation commerciale. Les enquêteurs du NTSB, le Conseil national de la sécurité des transports, envahissent Colorado Springs. Connus sous le nom familier de frappeurs de tôle, les enquêteurs du NTSB étudient plus de 2000 accidents aériens par année, allant souvent jusqu'à inspecter les débris fumants des carcasses de métal. Tandis que les coronaires plantent des drapeaux rouges près des restes humains, les enquêteurs du NTSB marquent les bouts de métal d'un drapeau jaune à la recherche d'indices qui leur permettront de résoudre le mystérieux écrasement du vol 585 de United Airlines. Tout comme celui d'une fosse commune, l'examen d'un site d'écrasement n'est pas de tout repos. Parmi les enquêteurs affectés à celui du vol 585 se trouve Malcolm Brenner, un spécialiste des performances humaines. Il devra découvrir si l'accident a été causé par une erreur de pilotage. La zone d'écrasement avait été sécurisée par les policiers, mais on y trouvait des camions de l'armée du salut. J'ai obtenu une tasse de café ou de chocolat chaud, et j'ai remercié les bénévoles. Ils m'ont répondu « Non, c'est nous qui vous remercions ». Ils avaient le regard un peu affolé, comme s'ils me plaignaient d'avoir à franchir le cordon de sécurité. Les indices susceptibles d'expliquer l'accident du vol 585 de United Airlines sont enterrés dans un trou noir et profond. Le fuselage du Boeing 737 est pressé en accordéon dans le cratère d'impact, et les restes tordus et calcinés de l'appareil sont éparpillés sur une surface plus petite que celle d'un terrain de football. Une fois au sol, l'avion s'était enflammé. Le feu avait causé beaucoup de dommages, mais ces dommages étaient limités à une surface de terrain assez petite, ce qui indiquait de prime abord que l'avion était intact au moment de l'impact. S'il avait explosé en plein vol ou si certaines pièces s'étaient détachées du fuselage, on aurait vu un cratère beaucoup plus important. En voyant à quel point les pièces étaient brûlées et endommagées, je me suis dit que ce serait long. Dans de telles circonstances, le processus d'enquête est très laborieux. Mais en commençant leur travail, les membres de l'équipe du NTSB ne savent pas que le dossier du vol 585 va devenir la plus longue enquête sur un accident de l'histoire de l'aviation commerciale. Une étape essentielle de l'enquête est l'analyse de l'enregistreur de conversation. 70% des accidents aériens sont en partie causés par une erreur de pilotage. Brenner doit donc déterminer le rôle joué par les navigants Green et Edson dans la catastrophe. À l'époque, je me souviens que les deux navigants m'avaient fort impressionné. Ils savaient comment relâcher la tension, car le commandant avait fait preuve d'humour. Never driven to Colorado Springs and not gotten sick.
La copilote avait suggéré d'augmenter la vitesse par mesure de sécurité et le commandant avait accepté de le faire. Ils formaient une bonne équipe. Airport in sight, United 585. Lower landing gear. Pris au hasard, ce bout d'enregistrement m'a prouvé qu'il s'agissait d'un excellent équipage. Donc ma première impression a été que l'accident avait probablement été causé par une défaillance mécanique. Tandis que l'enquête sur l'accident du vol 585 progresse, la possibilité d'une défaillance mécanique est sérieusement envisagée. Quelques secondes avant l'écrasement, l'avion s'est couché sur le dos pour ensuite tomber en vrille. Les enquêteurs se demandent si cette soudaine rotation a pu être causée par la perte d'un moteur ou d'une aile. La carcasse du Boeing accidenté prouve qu'il était intact au moment de l'impact, mais les enquêteurs ne savent pas si ses moteurs étaient en bon état de fonctionnement. Les techniciens inspectent les turbines des turboréacteurs et découvrent de la terre profondément enfoncée dans chaque fente. Ces aubes de rotor tournoyaient visiblement et aspiraient de l'air au moment de l'impact. Les moteurs fonctionnaient, mais les techniciens ne savent pas s'ils fonctionnaient à plein rendement. Les indicateurs de pression hydraulique de l'avion ont été détruits et leurs écrans fracassés. Les aiguilles des indicateurs semblent avoir été arrachées par la violence de l'impact, mais ils dévoilent tout de même de précieux renseignements. Durant un examen minutieux, les enquêteurs découvrent un indice important. Au moment de l'impact, une des aiguilles a rayé la plaque de l'indicateur de pression hydraulique. Cette marque prouve que les moteurs du Boeing fonctionnaient correctement lorsqu'il s'est écrasé. La possibilité d'une panne réacteur écartée, il reste une seule défaillance mécanique capable d'avoir causé le brusque tournoiement et la chute fatale du vol 585. Les enquêteurs sont maintenant convaincus que le Boeing a subi une panne fatale des gouvernes et ils soupçonnent fortement la gouverne fixée à l'arrière de la queue de l'avion. On s'est mis à inspecter toutes les gouvernes qui auraient pu contribuer au roulis, en commençant par la gouverne de direction. Ils examinent la gouverne de direction sur les lieux de l'accident, mais la violence de l'impact ne leur facilite guère la tâche. La plupart des pièces de l'avion sont trop tordues ou calcinées pour être analysées, mais un élément essentiel est demeuré presque intact, la servocommande. Constamment utilisée durant le vol, la servocommande exécute les mêmes fonctions que la servodirection d'une voiture. Lorsque le pilote appuie sur la pédale de direction, la servocommande utilise du fluide hydraulique pour convertir ses mouvements mesurés en une pression suffisante pour déplacer l'énorme gouvernail du 737. Le noyau de la servocommande est le servodistributeur double. Assemblé en forme de canette, il comporte deux coulisseaux qui glissent en sens opposé pour orienter le flux du fluide hydraulique sous pression qui actionne le gouvernail. Ce servo-distributeur est en quelque sorte unique, car il réunit deux valves en un seul élément, donnant lieu à toute une série d'interactions impossibles à obtenir avec des valves hydrauliques ordinaires. En démontant la servocommande, un technicien y trouve des copeaux de métal flottant dans le fluide hydraulique. C'est une découverte inquiétante, car de telles particules pourraient bloquer la servocommande et empêcher les pilotes d'utiliser la gouverne de direction. Une défaillance microscopique aurait-elle pu terrasser un avion à réaction de 38 tonnes? Greg Phillips ne peut le jurer, car même si la servocommande et le servodistributeur double sont en meilleur état que le reste de l'épave, ils sont tous deux endommagés.
L'avion s'est écrasé et a brûlé dans un espace assez restreint. Les commandes de vol et les pièces que nous aurions dû mettre à l'épreuve ont donc été gravement endommagées. Tellement endommagées, en fait, qu'il nous a été difficile de prendre des mesures et d'exécuter des tests fonctionnels. Pour vérifier les pièces dont il dispose, Greg Phillips se rend en Californie au laboratoire de Parker Hannifin, le fabricant de la gouverne de direction. Les étranges copeaux de métal flottant dans les chambres de la servocommande sont écartés comme cause possible de l'accident. Il semble que des filtres les tiennent à l'écart du fragile cerveau distributeur qui oriente le fluide puis actionne le gouvernail. On ne trouve pas d'autres éléments susceptibles d'avoir causé un mouvement inattendu du gouvernail durant le vol 585. Aucune information concrète ne nous permettait d'affirmer que la servocommande, le cerveau distributeur ou toute autre pièce du circuit de commande de vol avait causé l'accident. Greg Phillips soupçonne encore un problème technique, mais en l'absence de preuves concrètes d'une défaillance de la servocommande ou du cerveau distributeur, il doit signer la décharge. It's a pass. La théorie de la défaillance mécanique écartée, on se tourne vers un ultime suspect, les conditions météo en montagne. Greg Salotolo, un expert des accidents d'avion reliés à la météo, tentera de déterminer si les vents violents qui soufflaient ce jour-là ont pu provoquer l'écrasement. Plusieurs accidents d'avion ont été attribués aux effets des ondes orographiques. En 1966, un Boeing 707 de la BOAC, la British Overseas Airways Corporation, s'est désintégré dans une turbulence orographique près du mont Fuji. Des vents violents se jettent contre les cimes des montagnes en créant des turbulences orographiques sur leur face abritée. Il s'agit de courants descendants invisibles, mais extrêmement agités, qui peuvent fondre sur un avion avec une force dévastatrice. En étudiant les données aérologiques en surface et en altitude, et en parlant à des résidents de la région, on s'est rendu compte que la théorie des turbulences orographiques se tenait. Salotolo rencontre plusieurs habitants de la région qui avaient remarqué des conditions météo inhabituelles le jour de l'accident. Le récit de Darnell est l'un des plus intéressants. Une violente rafale a secoué son camion quelques instants avant l'écrasement du vol 585. Mais en poursuivant son enquête, Salotolo comprend qu'il est fort peu probable qu'une turbulence orographique ait fait dégringoler le Boeing du ciel. Nice looking day. Hard to believe the skies are unfriendly. Les turbulences orographiques se forment dans des zones de pression atmosphérique très basses. Si le vol 585 en avait traversé une, l'aiguille de l'altimètre aurait monté en flèche, tandis que l'avion aurait été aspiré vers le haut. L'enregistreur de données de vol du Boeing ne nous a donné aucune indication en ce sens. L'enregistreur de bord a plutôt indiqué une brusque et mortelle perte d'altitude au moment où l'avion tombait en vrille vers le sol. L'enquête sur l'accident du vol 585 de United Airlines dure depuis près de 21 mois. Le NTSB s'est penché sur l'équipage, la météo, la servocommande et des milliers d'autres éléments de preuve. Ces enquêteurs ont échoué. Pour la 4e fois depuis sa fondation, le Conseil national de la sécurité des transports publie un rapport sans conclusion. La cause de l'écrasement du Boeing 737 demeure inconnue. On avait investi énormément de temps et d'efforts dans cette enquête, et on n'y avait encore rien compris. On aurait dit qu'il traquait un tueur en série. Le mystère du vol 585 le remplissait de frustration parce qu'il craignait qu'un tel accident ne se reproduise. Et moins de 2 ans après la diffusion du rapport d'enquête du NTSB, l'histoire se répète. Deux ans après l'écrasement du vol 585 de United Airlines, on ignore encore la cause de l'accident.
L'enquête dure depuis si longtemps que les membres du NTSB craignent qu'un autre 737 soit entre-temps victime d'une catastrophe similaire. Le 8 septembre 1994, leur pire crainte se réalise. À 19 h, le vol 427 de US Air traverse un ciel paisible et dégagé à proximité de Pittsburgh. Le commandant de bord, Peter Germano, et son copilote Chuck Emmett préparent l'approche finale. Folks, from the flight deck, we should be on the ground about 10 more minutes. Sunny skies, a little hazy. Flight attendants, please prepare for landing. I ask you to check the security of your seatbelt. Thank you. US Air 309, descend and maintain 6000. Près de l'aéroport, les deux pilotes cherchent un autre avion à réaction qui a 10 km d'avance sur le leur. Looking for the traffic. I see the jet stream. Tandis qu'ils traversent la turbulence que l'avion a laissée dans son sillage, leur 737 effectue un brusque roulis à gauche. Hold on, hold on. Hold on. Shoot! Les manœuvres désespérées ne donnent aucun résultat. What the hell is this? What the hell? Shoot! Oh God! Oh God! 427, emergency! Oh shoot! Oh! Oh God! Oh God, no! Les équipes de secours arrivent rapidement, mais le destin du vol 427 est déjà scellé. Les 132 passagers et membres d'équipage étaient condamnés d'avance. Le carnage est tel que le site d'écrasement est déclaré biologiquement dangereux par les autorités. Avant l'accident du vol 427, les États-Unis n'avaient jamais exigé le port de tenues d'intervention contre les produits biologiques sur un site d'écrasement. Elles nous compliquaient la vie, car elles étaient très chaudes et très inconfortables. Encore aujourd'hui, dès que j'enfile une paire de gants de caoutchouc, je me souviens du site de Pittsburgh. Le NTSB demande au commandant John Cox, pilote de 737 et un des experts en système de navigation de l'Association internationale des pilotes de ligne, de se joindre à l'équipe d'enquête. Tandis que les coronaires tentent de récupérer des restes humains, l'enquêteur en chef Tom Houter comprend que la recherche d'indices sera longue et ardue. En arrivant sur le site de l'écrasement, on a tout de suite été frappé par son aspect. Il n'y avait pas d'avion, juste des fragments éparpillés. On n'aurait jamais deviné qu'il s'agissait de la carcasse d'un avion. Grâce à l'aide des témoins oculaires et aux enregistrements des deux boîtes noires, les enquêteurs voient bientôt des ressemblances étonnantes avec l'accident non résolu du vol 585 de United Airlines. En fait, le deuxième accident semble être le reflet de l'autre, inversé dans un miroir. Durant son approche finale, le vol 585 a viré à droite, tandis que le vol 427 virait à gauche. Les deux équipages n'ont pas eu le temps de réagir, et au bout de quelques secondes terrifiantes, les deux avions ont dégringolé en vrille jusqu'au sol. Toute l'équipe était au courant de l'accident du vol 585 à Colorado Springs, mais on a essayé de mettre cette information en veilleuse et d'étudier ce nouvel écrasement sans idée préconçue. L'enquête continue et la liste des ressemblances s'allonge. Les moteurs du vol 427 étaient en bon état de fonctionnement au moment de l'impact. Malgré tout, on note une différence importante. Contrairement à celui de United Airlines, le Boeing de US Air volait vers Pittsburgh dans un ciel paisible. Folks, from the flight deck, we should be on the ground about 10 more minutes. Sunny skies, a little hazy. Selon l'enregistreur de bord,
l'avion s'approchait de Pittsburgh dans un ciel magnifique, sans la moindre turbulence. De plus, les pilotes étaient détendus et ils discutaient de l'atterrissage. Flight attendants, please prepare for landing. Ask you to check the security of your seatbelts. Thank you. Comme il l'a fait dans l'affaire du vol 585, Greg Phillips se chargera d'évaluer les possibilités de défaillance mécanique. Très vite, il fait une découverte prometteuse. Par miracle, une bonne partie de la queue et de la gouverne de direction du Boeing 737 est encore intacte. Les appareils hydrauliques dissimulés dans la queue semblent également très peu endommagés. Phillips et Hauter se préparent à les expédier au fabricant Parker Hannifin, qui les testera. Le NTSB est sur la sellette. Il devra résoudre le mystère de ce nouvel accident le plus tôt possible. Les écrasements des vols 585 et 427 sont étrangement similaires et ils impliquent des avions du même type, deux Boeing 737. La cote de sécurité du Boeing dégringole à vue d'œil et l'aviation commerciale risque de perdre des milliards de dollars ou même d'être anéantie. En tant qu'enquêteur, on ne pouvait pas tolérer deux accidents de 737 inexpliqués. Ce type d'avion volait trop souvent et il se rendait partout dans le monde. Il transportait tout simplement trop de gens pour qu'on accepte d'en demeurer là. Si un troisième 737 était impliqué dans un accident similaire, on courait le risque de voir tous les 737 brusquement interdits de vol. Careful with it. L'enquête sur l'accident du vol 427 est peut-être la plus importante affaire de l'histoire du NTSB, mais elle risque de mobiliser d'énormes effectifs pendant de nombreuses années. En tant qu'enquêteur en chef, je ne me suis jamais permis de penser qu'on ne résoudrait pas cette histoire. On faisait constamment de nouvelles recherches. Dès qu'on avait une piste, on l'étudiait à fond. En poursuivant son enquête, le NTSB ne peut rien négliger. Entre autres scénarios improbables, il évalue même la possibilité qu'une nuée d'oiseaux ait pu provoquer l'écrasement du 737. Ils ont considéré les effets d'interférence électromagnétique. Ils ont reçu des appels de citoyens qui leur parlaient des rayons de la mort des Russes. Quelques témoins ont rapporté qu'après sa descente, l'avion avait plané quelques instants avant d'exploser. On n'a pas retenu ces rapports. Le suspect numéro 1 de l'équipe d'enquête est le cerveau distributeur double, un élément de la servocommande qui sert à actionner la gouverne de direction des 737 et qu'on soupçonne d'avoir causé l'accident du vol 585. Parker Hannifin a fabriqué le cerveau distributeur. Dans ses laboratoires, des enquêteurs examinent la cavité principale de la servocommande du Boeing de US Air. L'histoire de United Airlines se répète lorsqu'ils découvrent de minuscules copeaux de métal flottant dans le fluide hydraulique. Mais Boeing et Parker Hannifin n'en démordent pas. Les filtres conçus pour empêcher les débris de bloquer les fragiles coulisseaux de métal ont fait leur travail. L'enquêteur Greg Phillips veut vérifier lui-même. Si les copeaux ont bloqué les coulisseaux, ils ont dû laisser de petites éraflures sur le métal. On ne trouve aucune trace d'éraflure. Another pass. OK. Phillips exige que les techniciens soumettent le cerveau distributeur à toute une série d'épreuves dans l'espoir de découvrir ses points faibles. S'il en identifie un, il comprendra peut-être comment deux avions ont pu littéralement tomber du ciel. Mais encore une fois, ses efforts sont vains. Cet élément a passé tous les essais de fonctionnement imaginables. Il n'a pas échoué une seule fois. Il a toujours respecté les paramètres qu'on lui avait assignés. Il y aura bientôt 2 ans que le vol 427 s'est écrasé et l'enquête piétine lamentablement. 2 Boeing 737 ont péri de façon très similaire et le NTSB n'a pas élucidé le mystère. Les années passaient et nous étions tous extrêmement frustrés. Un indice important nous avait sûrement échappé. L'enquête empiétait sur leur vie privée. Ils accumulaient les heures de travail. Ils y songeaient constamment.
On s'attaquait à un avion qui avait une des meilleures cotes de sécurité de l'histoire de l'aviation civile. C'était l'enfant chéri depuis 30 ans, et aujourd'hui, on tentait de prouver qu'il nous avait tous trompés. Ça le rongeait. Une nuit, il a même eu un cauchemar dans lequel il était convoqué par le comité du Congrès qui se mettait à l'interroger à propos d'un 3e écrasement. Dans le rêve de Tom, les caméras étaient pointées vers lui, tandis qu'un membre du Congrès lui demandait pourquoi ne pas les avoir interdits de vol. Les enquêteurs sont à court d'idées. Ils sont également à court d'indices et ont grand besoin d'aide. Mais le 9 juin 1996, ils obtiennent enfin l'information qui leur livrera la clé du mystère. East Wing 517, you're clear for landing. En ce début d'été, l'écrasement du vol 585 de United Airlines et celui du vol 427 de US Air font encore l'objet d'une enquête. Les risques d'accident se multiplient au fil des jours. Tom Hauter et son équipe cherchent fébrilement de nouvelles informations et le 9 juin 1996, East Wing 517, you're clear for landing. la chance leur sourit enfin. Le commandant de bord, Brian Bishop, fait son approche finale vers l'aéroport international de Richmond, en Virginie. Soudain, l'appareil vire brusquement à droite. Je savais que la gouverne de direction faisait défaut, mais j'ignorais la gravité du problème. J'ai donc tiré le manche à volant dans l'autre direction et enfoncé la pédale de direction inverse. Elle n'a pas bougé. Pendant plus de 30 secondes, le 737 vole sur son aile droite, tandis que le commandant tente de l'empêcher de se renverser complètement. Puis en un court instant, les forces mystérieuses qui tenaient l'avion dans leurs griffes lâchent prise, et il se redresse aussitôt. En quelques secondes, tout est redevenu normal. On a amorcé la liste des vérifications. Mais avant que j'aie pu finir ma première phrase, l'avion s'est emballé de nouveau. Pour la deuxième fois, le 737 est propulsé sur son aile. Pendant 30 terribles secondes, il semble se diriger lui-même. Puis, aussi vite que la première fois, le mouvement de roulis prend fin. Après la deuxième défaillance, j'ai dit à mon copilote, annonce une urgence. Tell the controller we have flight control problems. Ils devront ralentir leur vitesse avant d'atterrir, ce qui augmentera le facteur de risque. Si une troisième rotation survient, la vitesse ne sera pas suffisante pour redresser l'avion. À un moment donné, je demandais à mon copilote de regarder par le hublot et de trouver un coin sans lumière. Il faisait nuit et je voulais éviter les quartiers et les zones habitées. Il m'a calmement répondu, il y a un coin sombre de ce côté-là. Heureusement, il n'y a pas de troisième incident. Le commandant Bishop exécute une descente rapide et le vol 517 atterrit sans encombre. En quelques heures, les péripéties du vol 517 sont connues du NTSB et l'équipe d'enquête sur l'accident du vol 427 de US Air prend la route de Richmond. L'enregistreur de données de vol était intact, l'avion était intact. On s'est précipité sur les lieux. L'avion n'a pas bougé d'1 centimètre. Il est resté sur la piste jusqu'à notre arrivée. Il y avait beaucoup de représentants de la FAA et du NTSB. Ils voulaient tous nous interroger. C'était une chance inespérée pour le NTSB. Il tenait enfin un 737, victime d'une défaillance de sa gouverne de direction, mais intact, et un pilote bien en vie capable de leur décrire l'expérience. Je crois que l'avion était bien plus important à leurs yeux que mon témoignage.
Il leur a fourni plus de pistes de recherche que je ne l'aurais pu. Les enquêteurs du NTSB comprennent très vite que le vol 517 a subi une avarie dangereusement semblable à celle des deux autres Boeing. S'ils parviennent à découvrir pourquoi le 737 de Eastwind a viré sur son aile, ils pourront peut-être expliquer l'écrasement mortel des deux premiers vols. On leur a demandé ce qui s'était passé, et ils nous ont répondu que la pédale de direction fonctionnait mal. Le pilote nous a dit « J'étais pratiquement debout sur cette pédale et elle refusait de s'enfoncer. » Seigneur! Grâce au témoignage inattaquable du commandant Bishop, les enquêteurs ciblent immédiatement la gouverne de direction du Boeing de Eastwind. La servo-commande est détachée de l'avion, inspectée puis soumise à de nouveaux essais. À la frustration générale, l'élément joue parfaitement son rôle. On a testé l'avion alors qu'il était intact. On l'a examiné de A à Z, on a effectué des essais en vol. Il a réussi toutes les épreuves. Après avoir cherché des indices pendant 5 ans, après avoir frisé la catastrophe avec un troisième 737, après avoir interrogé un pilote survivant, Harter décide de pousser son suspect numéro 1, la servo-commande, dans ses derniers retranchements. Un de nos experts a dit qu'il avait entendu parler d'une épreuve de choc thermique faite par des militaires. En déposant un actionneur frigorifié dans du fluide hydraulique brûlant, ils avaient remarqué qu'il avait des réactions étranges. Nous avons donc élaboré une épreuve de choc thermique assez radicale. Le 26 août 1996, les enquêteurs du NTSB se réunissent à Valencia, en Californie, pour assister à l'ultime épreuve de la servo-commande du vol 427 de USAir. Après avoir trempé dans la glace carbonique, la servo-commande reçoit une bouffée d'azote gazeux qui simulera la température de moins 40 degrés qui règne à 10 000 mètres d'altitude. Puis, un technicien y injecte rapidement du fluide hydraulique surchauffé à 77 degrés Celsius et il enclenche le mécanisme de départ. On observait tous les mouvements de l'actionneur. Gauche-droite, gauche-droite. Et il s'est soudainement arrêté sans en avoir reçu l'ordre. Stop working completely. Take a look. Greg Phillips fait démonter le servo-distributeur pour qu'on y cherche des traces d'éraflure. Mais on n'en trouve aucune. Look at that. Doesn't leave a trace. Cette découverte leur a permis de prouver que le servo-distributeur contrôlant la gouverne de direction pouvait se bloquer et que l'avarie devenait aussitôt indétectable. C'est une découverte inquiétante et le 737 n'a pas encore livré tous ses secrets. Nous sommes le 15 octobre 1996. Le Conseil national de la sécurité des transports tente depuis 5 ans de résoudre son enquête la plus déconcertante, qui réunit 2 accidents bien distincts mais étrangement semblables. L'écrasement du vol 585 de United Airlines, dans lequel ont péri 25 passagers et membres d'équipage. Et 3 ans plus tard, celui du vol 427 de USAir qui a fait 132 victimes. Après avoir examiné des centaines d'indices, les enquêteurs ont fait une découverte étonnante. Une épreuve de choc thermique a révélé que dans certaines circonstances, le servo-distributeur hydraulique de la gouverne de direction d'un 737 peut se bloquer. Mais ils n'ont pas encore atteint le bout du tunnel. Nous avons fait davantage de progrès lorsqu'un ingénieur de Boeing, qui étudiait les données de l'épreuve thermique, a noté des chiffres qui indiquaient qu'à ce moment, le servo-distributeur fonctionnait en sens inverse. Whoa.
Les experts sont stupéfaits. Le cerveau distributeur peut non seulement se bloquer, mais aussi fonctionner en sens inverse. En clair, un pilote qui tente de corriger un mouvement de roulis en appuyant sur la pédale de direction pourrait voir sa gouverne tourner dans le sens contraire et plonger son avion dans une vrille mortelle. C'est la même chose en voiture. On croit tourner à droite, mais le véhicule roule vers la gauche et on ne s'en rend pas compte avant d'avoir quitté la route. Dans les 3 cas, les pilotes ont été confrontés à un phénomène si inhabituel qu'ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Tout ça explique pourquoi le copilote Chuck Emmett a continué à appuyer sur la pédale de direction. Il se demandait pourquoi l'avion ne virait pas à droite. Il sentait bien qu'il s'en allait à gauche. Jusqu'au bout, Chuck Emmett a enfoncé son pied sur la pédale de direction en espérant que le gouvernail allait les tirer de cette vrille mortelle. Mais il n'avait aucun moyen de savoir qu'il expédiait son Boeing droit au sol. Ever driven to Colorado Springs and not gotten sick? Flight attendants prepare for landing. Après avoir déterminé la cause de l'écrasement du vol 427 de US Air, les enquêteurs du NTSB reviennent à l'accident inexpliqué du Boeing de United Airlines. Another 10-knot gain. En retournant à l'affaire de Colorado Springs, on pouvait maintenant comprendre les mouvements du commandant de bord. Il s'approchait du sol et soudain, il a appuyé sur la pédale de direction du gouvernail inversé, qui a violemment repoussé son pied. Cette hypothèse cadre parfaitement avec notre analyse de cet équipage technique. Nous avons pu démontrer le mode de défaillance et il correspondait aux données de l'enregistreur de bord des 2 avions. Tout était parfait. Nous avions donc de nouvelles informations concernant le vol 585 et nous avons pu produire un nouveau rapport d'enquête. À peine 10 secondes ont séparé l'inversion de la gouverne de direction de l'impact. L'équipage technique du vol 585 n'a jamais eu la moindre chance de sauver l'avion ou ses passagers. Grâce à l'enquête du NTSB, des changements radicaux ont été appliqués aux critères de sécurité des Boeing 737 et de toute l'industrie de l'aviation. De nouveaux protocoles de formation ont été conçus pour aider les pilotes à réagir à des situations inattendues en plein vol. De nos jours, les pilotes de 737 apprennent à réagir rapidement à l'emballement ou à l'inversion de la gouverne de direction. Dans un accident comme celui du vol 427, si les pilotes avaient eu l'information dont nous disposons maintenant, je crois qu'ils auraient pu atterrir à Pittsburgh sans encombre. La FAA a également exigé que Boeing modifie son cerveau distributeur double afin d'éliminer toute possibilité d'inversion. L'entreprise a dû dépenser des centaines de millions de dollars pour remplacer les cerveaux distributeurs des milliers de 737 en service partout dans le monde. Le NTSB ne supporte pas les accidents inexpliqués parce qu'ils nous empêchent de resserrer les mesures de sécurité. Le sort tragique des vols 585 et 427 nous aura au moins permis d'améliorer la cote de sécurité de la flotte de 737. Les frappeurs de tôle du NTSB auront mis 10 ans à résoudre les mystérieux écrasements des vols 585 et 427. C'est la plus longue enquête de l'histoire de l'aviation commerciale. Dans le milieu de l'aviation, certaines personnes n'ont pas encore accepté la théorie du NTSB. Pour ma part, après en avoir discuté avec des pilotes, des ingénieurs et des représentants de Boeing, et après avoir passé énormément de temps en compagnie des enquêteurs, je suis persuadé qu'elle est parfaitement exacte. Depuis le remplacement des cerveaux distributeurs, aucun 737 n'a subi d'accident similaire. Et il est redevenu l'avion de passagers le plus populaire et le plus rentable de la planète.
Au-dessus de la mer Rouge, sans la moindre visibilité, un pilote tente de reprendre la maîtrise de son avion. Mais l'appareil refuse de lui obéir. J'ai entendu un cri, j'ai entendu un bruit, puis après j'ai plus entendu rien, quoi. Les sables de l'Égypte recouvrent des milliers d'années d'histoire. Et les monuments des anciennes civilisations y dominent encore le paysage. Les Européens voient ce pays comme un lieu de villégiature où il fait bon lézarder sur la plage. La ville de Sharm el-Sheikh est située à plusieurs centaines de kilomètres au sud-est du Caire. Nichée au bord de la mer Rouge, elle est la destination rêvée pour des touristes à la recherche de repos. Les Européens adorent Sharm el-Sheikh parce qu'un court vol de 5 heures les conduit à sa mer très chaude. À 2 heures du matin, le 3 janvier 2004, de nombreux vacanciers fêtent encore. Mais le commandant de bord de 53 ans, Kader Abdullah, se prépare à affronter une nouvelle journée de travail. Sa ponctualité est bien connue de ses proches et de ses collègues. Ancien officier de l'armée de l'air égyptienne, le commandant Kader est maintenant l'un des pilotes les mieux cotés de Flash Airlines, un exploitant de vol nolisé. Il préférait faire ses bagages lui-même. Il ne me laissait jamais m'en occuper. Il disait que de cette façon, il était certain de ne rien oublier. Il savait exactement ce qu'il voulait prendre et choisissait chaque article avec soin. Le commandant Kader prend son copilote, Amir El-Shafi, au passage. Ils décolleront ensemble de Sharm el-Sheikh pour se rendre à Paris. Good morning. Good morning, sir. À 25 ans, El-Shafi pourrait être le fils du commandant Kader. Ce vol matinal n'est pas au goût de tous. Pascal Mercier devait monter à bord de l'appareil de Flash Airlines avec sa famille, mais à la dernière minute, il s'est ravisé. Nous devions prendre le vol de Flash Airlines. Mais mon agent de voyage m'a dit qu'on devrait se lever très tôt, puis changer d'avion au Caire. À mon avis, c'était stupide. Ma fille avait 2 ans à l'époque, et mes 2 autres enfants, 6 et 8 ans. Je trouvais que c'était une très mauvaise idée de les bousculer ainsi. Les autres touristes estiment que les prix alléchants de Flash Airlines valent bien le réveil avant l'aube. Francis Thuillier en profite même pour emmener toute sa famille en Égypte, car elle a grand besoin de détente. Mon beau-frère avait aussi perdu son papa, et donc il a emmené ses enfants, sa maman et sa femme sur cette destination pour prendre du bon temps, uniquement pas pour une découverte ou une étude du site, mais vraiment pour prendre du bon temps. Ce qui est réputé sur Sharm el-Sheikh. C'est-à-dire que c'est vendu comme ça. Fatima Ijaji rentre également à Paris après son séjour à Sharm el-Sheikh. La mère de 5 enfants voyage seule. Mais avant le décollage, elle téléphone à son neveu en France.
J'étais vraiment la tête dans le sac, en train de dormir, donc... C'est vrai que j'ai pas voulu rentrer trop dans le débat en disant... C'était quelqu'un pour un tout, elle vous appelait. Elle était très... C'était quelqu'un qui avait besoin de se rassurer, ma tante. Donc même, pourtant elle avait 5 heures de vol ou 6 heures de vol, elle voulait se rassurer que je vienne bien la récupérer à Roissy, tout simplement. En tout, 148 passagers et membres d'équipage sont montés à bord de l'avion à réaction. Il est 5 heures. Dans le poste de pilotage, Ashraf Abdelhamid s'est joint au reste de l'équipage technique. En ce moment, il reçoit sa formation de copilote, même s'il pilote des avions d'affaires depuis des années. Aucun des navigants n'est très heureux de la qualité des informations météo transmises par le contrôleur aérien local. They didn't say sky clear, they said clouds and sky clear. How? The two are opposite. Ask him about ceiling. No ceiling and clouds and sky clear. Maybe it's scattered. Maybe he means scatter. Good morning. Good morning, De plus, le commandant est mécontent de découvrir qu'un de ses instruments est défectueux. À son tour, l'ingénieur au sol constate la défaillance, mais elle n'est pas jugée suffisamment grave pour exiger une réparation. Les hommes en profitent même pour s'amuser aux dépens du copilote. Probably called by Ma, making a heavy landing. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Captain Kader and his entire crew, we welcome you on board Flash Airlines Boeing 737-300. L'avion décolle longtemps avant l'aube. L'appareil de Flash Airlines doit survoler la mer Rouge avant de virer vers le Caire. L'avion à réaction grimpe dans un ciel d'encre. En l'absence de l'orbe lunaire, les passagers ne voient absolument rien au travers des hublots. Dans le poste de pilotage, le virage au-dessus de la mer Rouge suscite des inquiétudes. See what the aircraft just did? Le comportement inusité de l'appareil ne plaît guère au commandant. Turning right, sir. What? Aircraft is turning right. Turning right? How turning right? L'avion devrait virer à gauche pour se rendre au Caire, mais il prend la direction opposée. Le commandant tente de rétablir le cap, mais la situation ne fait qu'empirer. Conscient du danger, le commandant ordonne au copilote d'enclencher le pilote automatique. Autopilot! Autopilot! Mais en vain. No autopilot, Commander! Le 737 est presque complètement incliné sur le flanc. La vitesse de l'avion augmente tandis qu'il tombe en vrille vers la mer Rouge. Quelques minutes après son décollage, le pilote a perdu la maîtrise de l'appareil. Le 737 plonge vers la mer à plus de 700 km à l'heure et l'équipage ne peut rien faire pour l'en empêcher. Tous les occupants de l'avion sont conscients de sa vitesse folle et de ses virages hallucinants. Les énormes forces de gravité compliquent la tâche du commandant Kheder Abdullah. Le troisième occupant du cockpit, Ashraf Abdelhamid, lui conseille de ralentir. Retard power! Retard power! Retard power! La vitesse du 737 est telle qu'il pourrait littéralement se disloquer. Mais après s'être presque complètement renversé, l'appareil est sur le point d'être maîtrisé par l'équipage.
Les pilotes entendent alors l'avertisseur de proximité du sol. L'avion s'approche dangereusement de la mer Rouge. L'hôtel où loge la famille Mercier fait face à la mer. Ma fillette s'est réveillée en hurlant, comme si elle s'était rendue compte de ce qui se passait. Moi, je dormais profondément, mais elle a pu entendre quelque chose. Il est presque 5 heures du matin, quelques minutes après le décollage du 737 de Flash Airlines. Et les écrans radars ont perdu sa trace. Au lever du jour, le site de l'accident est identifié, mais les sauveteurs n'ont pas grand-chose à faire. L'avion s'est fracassé au moment de l'impact. Et ses débris flottent à la surface de la mer. Les 148 occupants du 737 ont péri. Le vol 604 de Flash Airlines devait atterrir à l'aéroport Charles de Gaulle en matinée. Tandis que les proches et les amis des passagers les attendent, les autorités annoncent d'abord que le vol est retardé. Un peu plus tard, ils transmettront la nouvelle de l'accident. Là, on vous dit, est-ce que vous attendez les personnes de Sharm el-Sheikh? On veut ça un peu. Et après là, vous dites oui. Hein? Et on vous dit, on peut vous venez avec nous. On va vous dire, on va vous ramener dans un hôtel. Et dans l'hôtel, on va vous expliquer. C'était très bizarre parce qu'on a été accueillis justement dans un hôtel par une cellule et on croisait des gens qui repartaient heureux puisqu'ils étaient venus chercher la même information, mais leur famille n'était pas dans l'appareil. Et nous, on faisait partie du lot de ceux qui allaient rester là. Ils arrivent avec une feuille dans la main, voilà, oui, Madame Jihad Fatima, eh ben, elle était bien dans le vol, ben, excusez-nous de vous la prendre comme ça, elle a décédé. Plus tard, Mohamed Ijaji entendra le message que sa tante Fatima lui a laissé dans sa boîte vocale durant le vol. J'ai entendu un cri, j'ai entendu un bruit, et puis après, j'ai plus entendu rien, quoi. Le fils du commandant Kheder apprend la nouvelle à sa mère. Mon fils m'a téléphoné de l'étranger pour m'annoncer qu'il avait entendu parler de l'accident d'un avion de Flash Airlines. Les Flash Airlines. Au début, je n'y croyais pas. J'ai mis un certain temps avant d'accepter la réalité. Ça a été un grand choc pour moi. Dans les hôtels de villégiature, le personnel vérifie les chambres vides des passagers du vol 604. Mais l'une des chambres est occupée. C'était un membre du personnel de l'hôtel. En me voyant, il s'est mis à pleurer. Il était stupéfié mais heureux, très heureux de nous voir. Il croyait qu'on avait pris l'avion avec le reste des passagers. They're here. 82 touristes enregistrés à notre hôtel étaient montés à bord de cet avion. C'était vraiment étrange et très très pénible. Nous avons eu beaucoup de chance. L'avion n'avait lancé aucun Mayday et n'avait jamais signalé le moindre problème au contrôle de la circulation aérienne. Et comme le 737 s'est écrasé dans la mer quelques minutes après le décollage, les autorités craignent d'être en présence d'un attentat terroriste. L'avion venait de décoller et il nous a semblé très étrange que l'accident soit survenu aussi rapidement. La clé du mystère est sans doute au fond de la mer Rouge, ou bercée par ses vagues.
Après un décollage très matinal, un 737 vire sur son flanc alors qu'il survole la mer Rouge. L'appareil est rempli de familles françaises ayant terminé leurs vacances en Égypte. Les pilotes font de leur mieux pour arrêter sa descente en piqué, mais quelques minutes plus tard, il s'engloutit dans les flots. Malgré les nombreuses rumeurs contradictoires, les enquêteurs écartent rapidement la théorie du terrorisme. Lorsque les morceaux d'épave d'un avion sont éparpillés sur une très grande surface, cela signifie qu'il s'est désintégré en plein vol. Dans tous les cas d'explosion, les débris sont dispersés de cette façon. Mais dans le cas du 737, il y avait peu de débris et ils étaient rassemblés dans une zone très restreinte. Il est donc clair que l'avion était intact lorsqu'il a percuté les vagues. Si un acte terroriste n'est pas en cause, comment l'avion a-t-il pu tomber du ciel avec une telle rapidité? Les enquêteurs sont confrontés à un défi de taille. Le 737 a coulé dans la mer Rouge à plus de 1000 mètres de profondeur. La plupart des 148 passagers et membres d'équipage ont été aspirés vers le fond marin. Le premier objectif des enquêteurs est de retrouver les deux boîtes noires, l'enregistreur de conversation de poste de pilotage et l'enregistreur de données de vol. S'ils ont survécu à l'écrasement, ils reposent sans doute sur le plancher océanique. Cette section de la mer Rouge n'a jamais été sondée. La présence de nombreux touristes français à bord pousse leur gouvernement à s'impliquer dans l'enquête. Les Français ont immédiatement réagi en nous envoyant un navire équipé d'un robot capable d'explorer le fond marin. Mais l'épave est enfouie trop profondément et le submersible du navire français ne peut supporter l'énorme pression du plancher océanique. Les enquêteurs devront trouver un autre submersible, mais le temps presse. Les boîtes noires transmettent un signal radio, mais leur pile sera usée au bout de 30 jours. S'ils n'arrivent pas à remonter les enregistreurs avant ce délai, le mystère du vol 604 ne sera jamais résolu. Tous les membres de l'équipe d'enquête craignaient que les signaux ne s'arrêtent avant qu'ils aient pu retrouver les boîtes noires. Nous travaillions tous 24 heures par jour, jour après jour, pour les localiser, afin de pouvoir les récupérer à temps. Les experts américains, français et égyptiens se rassemblent. Et tandis qu'ils attendent les boîtes noires du 737, ils enquêtent sur Flash Airlines. Propriétaire de 2 avions, la ligne aérienne sollicitait les vacanciers européens comme de nombreux autres exploitants de vols nolisés économiques. Au cours des 10 dernières années, cette partie de la planète avait été témoin du développement rapide des compagnies aériennes super économiques. En échange de vols à très bas prix, celles-ci avaient obtenu un segment du marché. Elles desservaient de nombreuses destinations de vacances, dont la station balnéaire de Sharm el-Sheikh. Flash Airlines pouvait offrir des voyages très bon marché parce qu'elle faisait voler ses avions sans interruption. Pour respecter des horaires très serrés, les avions passent le maximum de temps dans les airs. D'anciens clients de Flash Airlines se plaignent de leur voyage devant le comité d'enquête. I was flying home after a vacation. Un an avant l'écrasement, parti de Sharm el-Sheikh pour rentrer en Bologne, un passager avait vu des flammes surgir du moteur de son avion. Hey! Hey! The engine's on fire! Look! Please! L'appareil en flammes avait dû atterrir d'urgence. Les enquêteurs apprennent aussi qu'en 2002, l'OFAC, l'Office fédéral de l'aviation civile suisse, avait effectué une inspection surprise de l'avion qui vient de s'écraser. Les pilotes n'avaient pas de masque à oxygène.
Il n'y avait pas assez de bonbonnes d'oxygène à bord. Et certains instruments du poste de pilotage ne fonctionnaient pas. C'était suffisant pour que l'OFAC garde l'avion au sol pendant 8 heures, le temps de régler tous ces problèmes. Quelques jours plus tard, Flash Airlines a été interdit de vol en Suisse. La Pologne a bientôt suivi l'exemple des Suisses, tandis qu'en Norvège, les voyagistes ont cessé de conclure des marchés avec la ligne aérienne fautive. Il est rare qu'une ligne aérienne soit interdite de vol dans un pays. Il faut qu'elle ait commis un acte très répréhensible, surtout en matière de sécurité. La cote de sécurité de Flash Airlines descend à vue d'œil, et les enquêteurs étudient fébrilement ces dossiers. Stupéfaits, ils découvrent que les derniers états d'entretien du 737 n'ont jamais été photocopiés. Ils ont donc sombré avec l'avion. L'absence de copie du livret technique signifiait que les états d'entretien de l'avion étaient conservés à bord et seulement à bord. C'était une violation du Code de l'aviation civile qui interdit formellement ce genre de pratique. Mais si les enquêteurs doutent de l'état de la flotte de Flash Airlines, ils n'ont aucun doute sur la compétence des pilotes du vol 604. Le commandant Keder était un excellent pilote qui s'était couvert de gloire durant la guerre du Kippour en 1973. Au cours de sa longue carrière, il avait piloté des chasseurs sophistiqués et une grande variété d'avions cargo. Il avait également accumulé plus de 7000 heures de vol et 2000 heures en tant qu'instructeur de pilotage. Tout nous porte à croire que le commandant Keder était un pilote exemplaire. Tandis qu'ils font tout pour arracher les boîtes noires aux profondeurs de la mer Rouge, les enquêteurs s'interrogent. Un pilote chevronné a-t-il péri à cause d'un avion en ruine? See what the aircraft did? Lorsqu'un avion sombre dans la mer, on craint toujours de ne pas retrouver l'enregistreur de conversation de poste de pilotage et l'enregistreur de données de vol. Ces deux boîtes noires donnent une image très précise des événements aux enquêteurs, et sans elles, la reconstitution des faits est compromise. Finalement, au bout de plusieurs jours de recherche, l'équipe d'enquête obtient un résultat. Un navire océanographique français a entendu les émetteurs de localisation des boîtes noires. Un sous-marin téléguidé est envoyé à plus de 1000 mètres de profondeur. La violence de l'impact a dispersé les débris du 737 sur le plancher océanique. Mais 2 semaines après l'accident, les 2 enregistreurs sont hissés du fond marin. Les enquêteurs disposent enfin de preuves tangibles. Une équipe formée d'experts égyptiens, américains et français étudie les 2 boîtes au Caire. Après la découverte des boîtes noires, les efforts de sauvetage prennent fin. À part quelques débris sans importance, le reste de l'avion repose en eau trop profonde pour qu'on tente de le remonter à la surface. Les coûts de l'exercice seraient exorbitants. Privés de la carcasse de l'appareil, les enquêteurs devront tirer le meilleur parti des 2 enregistreurs. Ils espèrent qu'ils leur permettront de reconstituer le dernier vol du 737. Shaker Kelada dirige l'équipe d'enquête. Pour recréer la trajectoire de l'avion, nous avons monté une séquence d'animation à partir des données tirées de l'enregistreur de données de vol. L'enregistreur de données de vol décrit une situation insoutenable. Peu après le décollage, le 737 s'est dirigé à gauche, comme il devait le faire. Mais il a rapidement viré sur son aile pour voler dans la direction opposée. L'enregistreur de conversation de poste de pilotage prouve que le commandant a été pris au dépourvu. Turning right, sir. What? How turning right?
L'examen de l'enregistreur de conversation du poste de pilotage a prouvé que les pilotes ont affronté une anomalie, un problème qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Les enquêteurs passent les données de vol en revue, en espérant qu'ils leur permettront d'expliquer les mouvements inhabituels de l'avion. Une défaillance mécanique a pu l'éloigner de sa trajectoire. Et bien sûr, il est clair que l'appareil n'était pas en bonne condition avant le décollage. Sur la piste, le commandant et l'ingénieur au sol ont discuté d'une défaillance du système électrique. Mais l'enregistreur de conversation ne permet pas d'identifier la source exacte du problème. Malheureusement, l'ingénieur au sol est resté à bord de l'avion cette nuit-là. Selon les renseignements fournis par l'enregistreur de données de vol, nous croyons qu'il est fort possible que l'avion ait commencé à virer à droite en dépit des instructions du pilote. Que s'est-il donc passé? En général, les enquêtes sur les accidents durent des années. Mais dans le cas du vol 604 de Flash Airlines, l'affaire est particulièrement épineuse. Les enquêtes sur les accidents prennent énormément de temps et elles monopolisent un grand nombre de ressources, surtout quand on ne peut pas récupérer la carcasse de l'appareil. 50 théories différentes sont étudiées en détail. Nous avons examiné tous les scénarios possibles, en commençant par éliminer ceux qui ne correspondaient pas aux données disponibles. Les enquêteurs se rendent aux États-Unis pour tester les scénarios les plus plausibles dans un simulateur de vol sophistiqué. S'ils peuvent contraindre le simulateur à répéter les mouvements du 737 accidenté, ils découvriront peut-être les raisons de l'écrasement. Les résultats sont expédiés au Caire. Seules 4 défaillances mécaniques auraient pu produire la trajectoire de vol de l'appareil disparu. Les enquêteurs sont persuadés qu'ils connaîtront les raisons de l'accident s'ils découvrent pourquoi l'avion a quitté sa trajectoire. Ces 4 scénarios étaient tous associés à un virement spontané sur l'aile. Tous les autres scénarios avaient été écartés, sauf ceux-là. 2 des scénarios impliquent les déporteurs de l'aile droite de l'avion. Les déporteurs se soulèvent sur l'extrados des ailes pour ralentir l'aéronef. En produisant une traînée, c'est-à-dire en réduisant le flux d'air, ils l'aident à virer. Si le volant de commande du pilote ou les câbles qui le relient au déporteur se bloquent, l'avion pourrait automatiquement changer de trajectoire. Ce scénario est possible, mais il n'est étayé d'aucune preuve tangible. Et même si le 737 était mal entretenu, ses déporteurs n'avaient jamais causé le moindre problème. L'équipe d'enquête cherche donc une autre explication. Les ailerons du 737 pourraient également être les vrais responsables du désastre. L'aileron est la partie de l'aile qui modifie l'angle des virages. Un aileron défectueux aurait pu forcer l'avion à s'incliner à droite. À moins que l'équipage ne corrige immédiatement le problème, l'appareil serait ensuite tombé en vrille vers la mer. Mais même si l'emballement du compensateur d'aileron peut lancer une trajectoire de vol semblable à celle du vol 604, les enquêteurs ne disposent encore une fois d'aucune preuve tangible. De plus, un emballement du compensateur d'aileron peut être réglé à partir du cockpit par les pilotes. Le pilote n'aurait eu qu'à compenser en utilisant sa force physique pour tourner le volant de commande dans la direction opposée. Le 4e scénario implique une panne du pilote automatique, car les enquêteurs ont été surpris d'entendre une discussion à ce sujet sur les enregistrements. Le commandant avait demandé qu'on enclenche le pilote automatique, mais il n'a pas fonctionné, et l'avion s'est mis à dégringoler en vrille. Et au début de l'enregistrement, les enquêteurs ont entendu une curieuse conversation.
Le commandant Keder avait amorcé le virage au-dessus de la mer Rouge manuellement, puis décidé de laisser le pilote automatique prendre la relève. Autopilot. L'enregistreur de données de vol prouve que le pilote automatique était enclenché quand l'avion a pris de l'altitude. Not yet. Puis, le commandant semble avoir changé d'avis. L'enregistreur de données de vol du 737 indique que le pilote automatique est resté enclenché pendant 3 secondes à peine. Mais selon les enquêteurs, une défaillance mécanique a pu se produire, le laissant en contrôle de l'avion à réaction. Le système automatisé aurait alors pu le faire virer à droite, même après sa déconnexion. L'analyse du pilote automatique a exigé beaucoup de travail. Il nous était presque impossible de prouver qu'il avait fonctionné comme prévu et tout à fait impossible de prouver le contraire. Mais nous savions qu'il était fort probable que le pilote automatique ait failli à la tâche puisqu'un tel scénario correspondait aux données disponibles. Le fait le plus troublant de l'histoire est qu'avant sa descente en vrille, l'avion semblait être maîtrisé. Quelques instants avant l'impact, le commandant Keder avait réussi à redresser l'appareil. Si le 737 avait été victime d'une défaillance mécanique insurmontable, pourquoi aurait-elle soudainement disparu? Par une nuit sans lune de janvier, le vol 604 de Flash Airlines s'engloutit dans la mer Rouge près de la côte égyptienne. La carcasse de l'avion est enfouie trop profondément pour qu'on songe à la récupérer. Les membres de l'équipe d'enquête ont analysé un certain nombre de scénarios impliquant divers éléments du 737. Mais quelques-uns d'entre eux oublient les défaillances mécaniques pour se demander si une erreur humaine aurait pu provoquer l'accident. Je crois que les enquêteurs américains avaient l'impression que le facteur humain n'avait pas été exploré à fond. Les enquêteurs reprennent leur analyse de l'enregistreur de données de vol et découvrent un autre fait curieux. Avant l'incompréhensible virage à droite du 737, 3 choses semblent s'être produites simultanément. Au lieu d'exécuter un virage à gauche en douceur, l'avion est sorti du virage trop rapidement. Le nez de l'appareil s'est élevé, sa vitesse a diminué de façon considérable, mais le pilote n'a rien dit, comme s'il ignorait que l'avion modifiait sa trajectoire. Certains enquêteurs envisagent un scénario provocateur pour expliquer cet étrange comportement. Le commandant Keder souffrait peut-être de vertige. Le vertige est une condition physiologique qui peut affecter n'importe qui, pas seulement les pilotes. Il provient de l'oreille interne. Au-dessus d'un océan, sans lumière, sans horizon visuel bien net, le pilote ignorait peut-être s'il volait vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. Si le fluide de son oreille interne se déplaçait lorsqu'il penchait la tête, cela aurait pu provoquer une sensation physiologique qui l'aurait poussé à croire qu'il suivait un vol horizontal en ligne droite, alors que son avion était en train de virer. Et la trajectoire du vol 737 était hautement favorable à l'apparition d'une sensation de vertige. L'avion de Flash Airlines avait décollé par une nuit sans lune. Le commandant Keder volait manuellement et il a amorcé son virage tandis que l'avion grimpait encore. Au-dessus d'une mer très sombre, il lui était presque impossible de savoir où il était sans l'aide de ses instruments de bord. Roger, when ready, inshallah. Left turn to establish 306, Sharm VOR. La traversée d'un océan de nuit est une manœuvre extrêmement critique. Sans lune, il n'y a aucun repère visuel à l'extérieur de l'avion et le pilote survole une zone sans relief et sans lumière. Tout pilote professionnel doit savoir qu'il pourrait facilement devenir complètement désorienté dans de telles circonstances. C'est un problème classique. C'est arrivé des dizaines de fois et cela a coûté des centaines de vies au cours des 10 dernières années. Tandis que l'avion devait amorcer son virage à gauche, le volant de commande bifurquait très lentement vers la droite.
Sans s'en rendre compte, le commandant virait peut-être déjà dans la mauvaise direction. Quand on étudie le mouvement de la gouverne d'aéronef, il semble que le commandant Kheder a été orienté vers la droite. Il a pu voir un faux horizon ou quelque autre phénomène par le pare-brise de l'avion. See what the aircraft just did? Il a peut-être même cru qu'il compensait une défaillance du 737. Il croyait suivre sa trajectoire de vol et tout à coup, l'instant d'après, on lui a dit le contraire. Turning right, sir. Aircraft is turning right. L'information contradictoire aggrave la désorientation du pilote. Alors qu'il croit avoir réglé le problème, il apprend que la situation s'est aggravée. À ce moment précis, il essayait de piloter l'avion et de visualiser son environnement. Mais ce n'était pas facile parce qu'il le percevait d'une certaine façon, alors que son copilote lui donnait des informations contradictoires. Aircraft is turning right. Les enquêteurs égyptiens reconnaissent que le commandant Kheder a pu souffrir de désorientation spatio-temporelle après le décollage. Mais ils croient que l'équipage technique du 737 a dû affronter d'autres difficultés. Rien ne permet d'affirmer qu'il était désorienté, mais c'est possible. Un fait est certain, cette condition était temporaire. L'équipage avait le temps de découvrir le problème et d'y remédier bien avant l'impact. Quel que soit le rôle joué par la désorientation, les enquêteurs vont bientôt apprendre que l'équipage n'avait pas reçu l'entraînement nécessaire pour la contrer. En fait, Flash Airlines avait négligé de donner à ses pilotes l'information élémentaire qui leur aurait permis de sauver des vies. Deux ans auparavant, un avion nolisé égyptien s'est englouti dans la mer Rouge. Aucun de ses 148 occupants n'a survécu. Les enquêteurs chargés de découvrir la raison de l'accident du vol 604 de Flash Airlines ont une tâche difficile. La majeure partie de l'épave est inaccessible. Mais en examinant attentivement les enregistrements des boîtes noires, ils découvrent que la désorientation spatio-temporelle a pu jouer un rôle dans l'accident. La combinaison d'une nuit d'encre et d'une mer sans relief a sans doute embrouillé le cerveau du pilote Kheder Abdullah. Il est également possible que des défaillances mécaniques aient paralysé l'avion. Mais en poursuivant leur enquête, les experts font une découverte stupéfiante. Les cadres de Flash Airlines n'ont jamais formé leurs pilotes en gestion des ressources en équipe. Le CRM, ou gestion des ressources en équipe, est un programme d'entraînement qui apprend aux navigants à travailler ensemble plutôt que séparément. Si les pilotes du vol 604 avaient reçu une formation CRM structurée, ils auraient peut-être pu éviter la catastrophe. Les enquêteurs américains croient que le jeune copilote a sans doute compris que l'avion virait dangereusement avant le commandant, mais qu'il n'a pas osé suggérer des mesures correctives à un collègue plus expérimenté. Il n'a pas non plus tenté de prendre les commandes de l'appareil. Une formation structurée aurait habilité le copilote, qui avait la meilleure conscience de la situation et plus d'informations sur la position réelle de l'avion, à reprendre les commandes dès qu'il s'est rendu compte que le commandant n'apportait pas les mesures de redressement appropriées. Une conversation enregistrée dans le cockpit avant le décollage explique pourquoi le jeune copilote a pu hésiter à contredire son commandant. Yesterday, we were coming in at dusk and the sun was 2-2. I felt I could hardly see the runway. And he's already saying, in sight. What in sight? Hey, sir. Même si l'échange était anodin, il a pu renforcer un sentiment que le jeune homme éprouvait déjà. Le commandant était le professeur et lui, son élève. I am unable to raise my eyes, and he says, in sight. Where in sight? Le copilote l'a sûrement interprété comme une critique. Ensuite, il est certain qu'il a hésité à se prononcer de peur d'avoir tort. Il n'aurait pas voulu perdre le respect d'un ex-général de l'armée de l'air.
On a donc un équipage qui est particulièrement mal assorti. Dans un équipage, on essaye de mettre des personnes qui sont capables de copiloter, et non pas l'un qui pilote et l'autre qui regarde sans rien dire. Mais le commandant et le copilote n'étaient pas seuls dans le poste de pilotage. Un troisième membre de l'équipe technique, plus expérimenté qu'Amir El-Shafi, était également présent. Il n'a ouvert la bouche que quelques secondes avant l'accident. On l'entend parler clairement et ouvertement avant le démarrage des moteurs du 737. Il discutait avec le commandant et le copilote. Si cet individu expérimenté est resté silencieux durant le vol, c'est qu'il n'a rien vu d'inhabituel. S'il avait vu un collègue poser un geste dangereux, il aurait parlé. Tout ce qu'on l'a entendu dire, c'est « réduisez les gaz » quelques minutes avant l'accident. Cela prouve que c'est la seule intervention qu'il a jugée nécessaire. Même si le copilote avait pris les commandes de l'avion plus rapidement, il est impossible de deviner s'il aurait réussi à le sauver. L'accident du vol 604 s'est produit très vite, peu après le décollage. L'équipage technique n'a pas eu le temps de réagir avant de plonger dans les flots. Le rapport d'enquête final est diffusé au mois de mars 2006. Il ne livre pas de réponse tranchée. Les autorités égyptiennes affirment que 4 défaillances mécaniques auraient pu causer l'accident. Elles avouent que la désorientation spatio-temporelle a pu être un facteur, mais qu'elle n'est pas la principale raison du désastre. Les enquêteurs américains refusent de blâmer l'appareil. Ils soutiennent que la faute incombe à Flash Airlines, qui a négligé d'entraîner correctement ses équipages. Les pilotes réagissent en fonction de leurs habiletés, leurs connaissances, leurs compétences et leur entraînement. Un entraînement déficient relève directement de la ligne aérienne. 2 mois après l'écrasement, Flash Airlines se retire des affaires. Mais après l'accident fatal du vol 604, de nouveaux règlements sont entrés en vigueur dans le but de garantir un traitement plus sévère des infractions au Code de sécurité aérienne. L'écrasement du 737 de Flash Airlines a été la goutte d'eau qui a forcé les politiciens à créer la liste noire de l'aviation civile européenne. Depuis, lorsqu'un État de l'Union européenne interdit à une ligne aérienne de voler sur son territoire, tous les autres États de l'Union lui emboîtent automatiquement le pas. En conclusion, le rapport d'enquête fait une recommandation cruciale. Nous avons recommandé l'adoption d'un programme de formation ou de sensibilisation qui permettrait aux navigants de reconnaître les signes de désorientation plus rapidement et qui leur indiquerait quoi faire, d'abord pour sécuriser l'avion et ensuite pour aider leurs collègues à retrouver son sens de l'orientation. Est-ce qu'une défaillance mécanique était la principale cause de l'accident? Les enquêteurs ne le sauront probablement jamais. Aussi longtemps que l'épave demeurera au fond de la mer Rouge, ils continueront à se poser les mêmes questions, tout comme les proches des disparus. Moi, j'ai perdu mes neveux, c'est-à-dire des enfants qui avaient 17 et 14 ans. Quel avenir ils allaient avoir? Comment on peut chiffrer ça? Comment elle est cette perte? Et à qui elle doit bénéficier cette perte? Les familles ne sauront jamais, pourront jamais faire leur deuil. Moi y compris, on ne pourra jamais faire notre deuil, parce qu'on ne saura jamais ce qui s'était passé.